Dev. Bonjour Ops. Bah, Dev et Ops, on est les meilleurs amis du monde. C'est vrai, c'est vrai. Ça n'a pas toujours été comme ça. Oui, Ouais. bon, il a fallu quand même s'entendre un tant soit peu. Hein. Alors, donc, j'ai le plaisir de vous présenter la société Arcade Software, et, qui est une entreprise de technologie dont la mission consiste à vous accompagner dans l'adaptation de votre organisation informatique face à l'enjeu majeur de la transformation digitale. Waouh, big programme. Hein. Arcade, en fait, c'est une entreprise assez ancienne, hein, plus de 26 ans d'âge maintenant, et qui est composée de tas d'innovations de droite et de gauche. Et il y en a une dont on va vous parler un peu plus spécifiquement aujourd'hui même, qui s'appelle le Data Configuration Management. Donc ça permet de faire de la gestion de configuration, mais sur de la donnée, non pas sur des composants logiciels, mais en plus sur du contenu de données. Donc Drops, en fait, notre produit phare, est un produit qui est né en 2015, et il est lui-même issu de développements qui avaient été faits antérieurement. C'est depuis 2006 qu'on travaille sur le sujet. On est une société globalisée, donc la technologie, elle est made in France, mais elle est répartie un peu partout dans le monde. On est présent dans 75 pays, on a des filiales donc aux États-Unis, en Asie, et on fournit un support 24/24, 7 sur 7. Ça représente à peu près 350 clients dans le monde, beaucoup dans le secteur banque et assurance, mais également donc, dans l'industrie, chez les éditeurs. Et le secteur de la logistique aussi est très présent parce qu'il y a beaucoup de développement fait en interne dans ce secteur d'activité. Alors, Marc. Écoutez, bonjour à tous, d'abord. Merci d'être aussi nombreux. Alors, Philippe m'a appelé Dev, effectivement, parce que je suis directeur R&D d'Arcade Group. Et aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup vous parler de technique. Je vais vous parler de cette posture DevOps, et notamment à travers un axe qui est très particulier, qui s'appelle l'exhaustivité. À partir de cette perspective-là, on va voir comment on peut travailler à la réduction des goulots d'étranglement dans tout ce processus. Alors, DevOps, on peut se poser la question aujourd'hui de se dire, est-ce qu'il faut encore continuer à optimiser les processus du côté Dev ou du côté Ops? Aujourd'hui, on sait que ces équipes-là sont déjà organisées depuis pas mal de temps. Vous en êtes la preuve vivante aujourd'hui. L'agilité, l'organisation de l'opérationnel, aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup travaillé depuis de nombreuses années dessus. Donc aujourd'hui, se poser la question s'il faut encore optimiser Dev ou Ops pour éliminer les goulots d'étranglement, je pense que c'est une fausse question. Aujourd'hui, ces équipes-là sont déjà optimisées. Bien sûr qu'il y a toujours un travail d'amélioration continue à faire, mais n'empêche qu'aujourd'hui, ces équipes-là sont déjà positionnées. Okay. Donc, si on veut travailler à l'optimisation de ce processus, il faut aller regarder dans ce qui se passe avant, après ou entre ces deux équipes-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut remonter vers des concepts qui sont complètement différents, qui sont la cohérence, la coordination et l'exhaustivité. Alors, quand on parle de cohérence, c'est définir des enjeux qui sont communs et des objectifs qui sont communs. Et ça ne peut se situer qu'au niveau de l'entreprise. On sort du domaine de l'IT et on reporte cette posture-là DevOps au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, on sait que DevOps est un mouvement fort. Nous sommes à l'origine de ce mouvement. Quand je dis nous, c'est nous tous ici. Et c'est à partir de ce point-là qu'on doit transformer l'entreprise avec tous nos retours d'expérience, avec toute notre posture. Et c'est ce qui est aujourd'hui très enthousiasmant dans DevOps, c'est qu'on est au T0 d'une mutation de l'entreprise. Et c'est de notre responsabilité d'élargir notre champ de travail et de responsabilité vers l'ensemble de l'entreprise. Donc on l'a vu, cohérence, des enjeux et des objectifs communs. Et ça découle directement d'une vision de l'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'implication de la direction, de l'entreprise stratégique au sens large du terme dans le mouvement DevOps. Et ça, c'est notre responsabilité de le faire, de transmettre ça à l'ensemble des équipes de l'entreprise. Ensuite, effectivement, on va travailler sur la coordination. La coordination, c'est potentiellement la gestion du timing. Ça, c'est ce qui est le plus évident. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse travailler sur l'organisation temporelle
d'une mise à disposition, d'une évolution, d'une transformation, d'un projet au sein de l'entreprise. Mais c'est aussi la capacité à envisager les ressources, les collaborateurs, plus que les ressources, de l'entreprise et les impliquer dans ce processus-là avec la même philosophie, avec une philosophie qui est sous-jacente à DevOps. Voilà, donc coordination, on va dire que ce serait presque, si on devait faire un parallèle avec le développement, ce serait presque un rôle de super Scrum Master. Ça veut dire que ce n'est pas de travailler exclusivement sur les problèmes, c'est de concentrer toute l'énergie des équipes au travail sur les objectifs communs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On parle souvent de Scrum Master comme un facilitateur. Non, c'est quelqu'un qui concentre toutes les énergies de l'ensemble des acteurs sur le projet. Et puis, le dernier point qui est extrêmement important, c'est l'exhaustivité. L'exhaustivité au sens large, c'est-à-dire qu'on doit analyser au sein de l'entreprise l'ensemble des domaines. Alors, ça peut être quelque chose de très macroscopique, c'est-à-dire l'entreprise dans son organisation elle-même, ou de très microscopique, c'est-à-dire le détail même de l'implémentation ou du déploiement. Ça veut dire aussi identifier correctement les acteurs. Là où on parlait de DevOps comme quelque chose qui était interne à l'IT, là aujourd'hui on doit forcément l'étendre à la direction stratégique et on doit intégrer aussi au final l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de fractionner aujourd'hui, de créer des fractures au sein de l'entreprise. Si on veut réussir un projet DevOps, il faut l'envisager dans ses globalités, de la direction stratégique jusqu'à l'utilisateur. Et à travers ça, on doit se poser des questions systématiques sur l'exhaustivité de la prise en compte des processus, des applications, du détail technique, des données, et ainsi de suite. Et si on arrive à travailler sur cette exhaustivité, bien sûr que ça peut être un vœu pieux, mais plus on va travailler sur l'exhaustivité, plus on va travailler sur l'amélioration continue. Alors effectivement, ça nécessite d'être à la fois pragmatique, réaliste et aussi extrêmement courageux. Parce qu'effectivement, c'est une mutation qui est complexe, c'est une mutation qui va impacter l'ensemble des acteurs de l'entreprise et ça nécessite du courage. Mais ce courage-là, il va porter les équipes et on va créer ce qu'on appelle de la synergie que vous connaissez. Et la synergie, c'est l'implication de l'ensemble des acteurs, c'est l'émergence de l'intelligence collective et c'est l'échange et c'est surtout la création de la confiance. On parle souvent au niveau de DevOps du facteur confiance qui n'a rien à voir avec des détails techniques, mais si vous créez de la confiance dans vos équipes et au sens large du terme équipe, à ce moment-là, vous allez générer du mouvement. Ce qui est important, c'est ce mouvement, c'est cette posture qui est une posture qui n'est pas immobile, c'est une posture qui projette vers l'avenir. Donc voilà, cohérence, coordination, exhaustivité. Là, on va rentrer dans un phénomène de synergie. Et nous sommes responsables, nous, adhérents au mouvement DevOps, de propager cette bonne parole au sein de l'entreprise. Alors effectivement, on a eu beaucoup d'expériences, d'expérimentations qui ont été faites au début, techniquement parlant, de DevOps sur un certain nombre d'applications qui s'y prêtaient, avec des équipes qui s'y prêtaient, avec une technologie qui s'y prêtait, une infrastructure qui s'y prêtait. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, où on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va vraiment poser DevOps au sein de l'entreprise, il faut tenir compte de l'existant, et notamment de ce qu'on appelle aujourd'hui les legacy applications. Globalement, Philippe vous en parlera peut-être mieux que moi, mais on a décidé de scinder le monde en deux, les applications dites modernes, ou les applications, et tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre-là, on a décidé de l'appeler legacy application. Donc on va voir, effectivement, c'est des applications qui ont 10, 15, 20 ans, 30 ans d'âge, mais qui constituent quand même le capital de l'entreprise. Sans ces applications-là, vous avez une rupture de continuité, vous faites plus vous n'avez plus de mouvement au sein de votre entreprise, et vous ne pouvez pas les laisser de côté sous prétexte qu'elles ne se plient pas au moule technique et technologique de DevOps. Voilà, alors effectivement, on arrive forcément à un problème d'architecture au sens large. Est-ce que toutes les applications sont adaptées à ce processus-là? Alors aujourd'hui, on voit effectivement dans le temps qu'il y a eu des mutations en termes de méthodologie, en termes d'architecture d'application, en termes de processus de développement, en termes de processus de déploiement. Et globalement, on résume avec ce tableau un peu voilà, ce qui existe aujourd'hui. Ceci dit,
ce tableau-là n'est pas un tableau temporel, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'une phase à l'autre comme ça. Aujourd'hui, votre système d'information, les systèmes d'information de vos clients ou sur les projets sur lesquels vous intervenez sont un mix, un doux mélange de toutes ces méthodes, architectures. Et pourtant, vous devez continuer à œuvrer. Donc il ne s'agit pas de dire « moi, je m'occupe que de ce qui se passe en dessous ». Parce que ça représente peut-être 10% de la réalité du monde. Il faut pouvoir intégrer la globalité, donc il faut avoir cette compréhension-là, il faut pouvoir l'intégrer, il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir amener peut-être potentiellement les acteurs de l'entreprise à ce schéma-là à un moment donné, mais en respectant le collaborateur, en respectant ses envies, ses peurs, ses craintes, en respectant sa formation, ses compétences. Et là, vous allez rentrer dans un mouvement d'adhésion globale au sein de l'entreprise pour pouvoir, à un moment donné, arriver à quelque chose qui paraît aujourd'hui plus efficace jusqu'à temps qu'on définisse encore de nouvelles architectures. Donc tout ça pour dire, avant de passer la parole à Philippe, que le point central aujourd'hui de DevOps, c'est les collaborateurs, c'est l'humain. On pourrait presque définir DevOps comme une méthode de management humaniste aujourd'hui. Réfléchissez à ça, c'est extrêmement important parce qu'on n'y arrivera pas sans les équipes, on n'y arrivera pas sans l'adhésion, sans la motivation et sans la projection vers un avenir professionnel ou même d'épanouissement personnel. On n'y arrivera pas sans que nos collaborateurs et les collaborateurs de l'ensemble des équipes se projettent dans cette vision-là du monde de l'entreprise de demain. Voilà, je vais passer la parole à Philippe qui va nous parler un peu du Legacy Application. Ah, Legacy. Ouais, donc Legacy, ça c'est pour moi. Hein. Bon, déjà, il faudrait revenir sur le mot Legacy. Legacy, ça veut dire héritage, ça ne veut pas dire des applications qui vont partir à la poubelle du jour au lendemain. S'il n'y avait pas ces systèmes, le monde n'y tournerait pas en ce moment. Hein. Donc c'est clair que nous, ce qu'on vit, c'est vraiment un mouvement massif pour inclure maintenant tout le legacy dans le mouvement DevOps. Ça, c'est quelque chose d'absolument majeur. Jusqu'à présent, donc, il y a eu beaucoup de concentration sur toutes les nouvelles technologies. Et là, on se retrouve après avec des organisations qui ont deux vitesses. Et ça crée des silos. Et ces silos, ce n'est pas bon pour l'entreprise. Donc le but du jeu maintenant, c'est de faire en sorte d'inculquer ce mouvement DevOps au sein de toutes ces applications legacy. Et donc c'est un challenge parce que justement, l'architecture, elle n'est pas forcément adaptée. Hein. C'est le plat de spaghetti qu'il faut transformer en plat de lasagne et ensuite, enfin, arriver au plat de ravioli. Et donc, mais par contre, c'est absolument stratégique d'avoir cette démarche parce que le legacy ne va pas mourir du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui va être appelé à disparaître. Nous, on est en contact avec des tas de grandes structures qui, précisément, ont conscience du fait qu'il faut continuer à investir sur ces plateformes et qu'il n'y a absolument pas de raison qu'elles ne fassent pas partie du mouvement DevOps. Donc ça, c'est quand même un point important à souligner. OK. Et ce qui est aussi important de préciser en legacy, c'est que si vous ne traitez pas le legacy, vous créez de la rupture. Vous créez de la rupture dans les équipes. Donc effectivement, c'est antinomique avec la notion d'exhaustivité et ce mouvement global de motivation de l'ensemble des équipes. Et en termes de goulot d'étranglement, c'est même plus important parce que vous allez reporter sur un ou deux acteurs particuliers des compétences particulières. Et eux vont devenir un goulot d'étranglement. Parce que si vous ne les intégrez pas dans un processus d'automatisation, de reconnaissance, de prise en compte globale, de publication des processus afférents à ces plateformes-là, vous allez devoir, à un moment donné, transférer et demander à ces acteurs-là des compétences particulières et ça va se concentrer sur ces acteurs-là. Et là, vous allez avoir un goulot d'étranglement. Vous allez avoir un goulot d'étranglement et en plus, vous allez avoir de la frustration parce que ces personnes-là et ces compétences-là seront en dehors du processus. Donc, c'est extrêmement important d'intégrer ça. Et ça veut dire aussi qu'il ne s'agit pas de sélectionner les technologies que vous allez implémenter ou utiliser au sein de l'entreprise en fonction des capacités des outils. C'est-à-dire que c'est vous qui devez driver votre schéma en disant « je veux intégrer les applications legacy et je trouve ensuite les outils qui permettent de le faire ». Voilà, donc là on a parlé des goulots d'étranglement au niveau de l'entreprise, on a parlé de l'exhaustivité au niveau des applications
et au niveau des composantes du système d'information. Et puis là, on va redescendre un tout petit peu plus bas niveau, ce qui va être le travail au niveau des données. Alors effectivement, aujourd'hui, il existe beaucoup de solutions, y compris open source, qui permettent de gérer très convenablement, voire de façon très performante, le déploiement des composants programmés ou exécutables vers les cibles. Mais il reste aussi cette problématique des données. Alors, on peut séparer le monde en deux, le côté structure, mise à jour structure des conteneurs des données, et puis la prise en compte du contenu lui-même, c'est-à-dire les données elles-mêmes. La structure, tout le monde sait faire aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre à jour une structure base de données. Généralement, c'est les devs qui fournissent quelques scripts SQL de mise à jour de structure. Ça se passe bien aujourd'hui, c'est bien maîtrisé, on va dire, à quelques détails près, mais c'est relativement bien maîtrisé. Mais dès qu'on va commencer à parler contenu de données, y compris dans les structures, c'est-à-dire avec des ordres de modification altératifs au niveau de la base de données, là, ça devient tout de suite plus compliqué. C'est-à-dire, voilà, faire un exemple tout simple, vous faites un drop colonne dans la structure, c'est facile de faire du rollback avec un out colonne, sauf qu'entre-temps, vous avez perdu vos données. Donc tout ça, c'est extrêmement important de l'intégrer, de revenir dans ce niveau d'exhaustivité-là, qui est le traitement de la donnée dans l'ensemble du processus. Donc on l'a vu au niveau de la structure, et on va le voir maintenant au niveau des données elles-mêmes. Alors vous me direz, les données, ça ne fait pas partie du déploiement, parce que les données, c'est utilisateur, ça fait partie de la production, ça ne rentre pas dans le scope du développement et de la mise en production. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un certain nombre de données, et on le voit aujourd'hui avec l'architecture des applications et la façon de faire, qui s'appellent les paramétrages d'application. Le paramétrage d'application, ce sont des données inhérentes à l'application qui vont modifier son fonctionnement en production. C'est tout simple, c'est une mise à jour d'un plan comptable sur, ça c'est pour rester très simple, une mise à jour d'un plan comptable dans un système de comptabilité. Ce n'est pas forcément une donnée utilisateur, c'est une donnée de paramétrage d'application. Alors je fais bien la différence entre la donnée de paramétrage d'application et la donnée de paramétrage technique, qui sont des données de mise en relation entre les applications et middleware. Hein. Là, on est vraiment sur des données utilisateurs. Un autre exemple typique, on a un client, voilà, dont je tairai le nom, mais qui travaille de très près avec un stade de la région de Marseille, qui avait un système de facturation, et dans son système de facturation, il sous-traitait, il sous-refacturait sa prestation à différents opérateurs téléphoniques et Internet. L'application, en termes de modification, ne changeait jamais en termes de programme. La seule modification qu'il faisait, c'était la modification des conditions tarifaires. Et ça correspondait à des mises en production. Ça se passait par les paramétreurs, en dehors du système de développement, généralement en QA, où les paramétreurs faisaient leurs modifications, testaient les modifications. Et après, comment on reporte ces modifications en prod? C'était très simple. Les saisies étaient faites sur des cahiers, on gardait un document, et on ressaisissait en production le paramétrage pour la simple et bonne raison que les paramétreurs qui étaient en QA n'étaient pas habilités à modifier le système de production. Donc vous imaginez une ressaisie, le taux d'erreur inhérent à la saisie humaine, et puis la rupture de qualité, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui était mis en production n'étaient pas les données qui avaient été réellement testées, c'était des données qui avaient été ressaisies. Donc là, on voit très clairement la problématique de la transmission de données et comment une donnée peut faire partie du processus de déploiement. Donc effectivement, dans ces cas-là, les développeurs d'applications n'ont même plus la main sur les données. Pourtant, ces données appartiennent au domaine du développement et elles ne sont pas transmises en production. Donc on dit, oui, mais finalement, ces données-là, c'est de la pré-prod, voire de la post-prod. Donc ça n'intervient pas dans le processus. Si on se rappelle le phénomène d'exhaustivité, l'utilisateur étant intégré dans la globalité, ces données-là entrent de facto dans le processus. Et c'est juste une façon de repousser le problème. On le déporte, on dit que c'est de la production. Donc s'il y a des temps de latence sur la reprise de service, c'est plus notre problème. Faux, c'est notre problème. On doit l'intégrer en termes de qualité, en termes de saisie et en termes de prise en compte dans le processus. Ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas aujourd'hui, si on travaille sur l'exhaustivité, il ne faut pas se voiler la face. C'est-à-dire que l'exhaustivité, c'est faire remonter les problèmes et les traiter. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais ce n'est pas grave. De toute façon, on gagnera au final. Parce que si vous avez un accident de production avant la remise en production, et bien à ce moment-là, tout ce que vous avez fait, tout le travail qui était fait en termes de programmation ou en termes de mise à jour, d'évolution du système, de toute façon, il ne sera pas pris en compte, et ce qui contrevient
à la chaîne DevOps, qui est de pouvoir fournir très rapidement à l'utilisateur final les modifications qu'on a apportées. Donc ça, c'est très important. Philippe en parlait en introduction. Le Data Configuration Management, c'est cette capacité-là à capter pendant les phases de production, donc apparentées au paramétrage, de capter ces données, de transformer ces données en conteneurs qui sont manipulables par des outils de déploiement, quels qu'ils soient, les nôtres y compris, mais par des outils de déploiement, quels qu'ils soient. Et de pouvoir, bien évidemment, faire du retour arrière si nécessaire. De pouvoir évidemment faire de la fusion de données sur les systèmes cibles si nécessaire, parce que ces données de paramétrage ont pu être modifiées par l'utilisateur aussi. Donc ça, c'est très important de l'intégrer directement dans le processus. Donc voilà, là on arrive effectivement à un niveau d'exhaustivité relativement bas, qui est le traitement de la donnée aussi. On parle de la donnée parce que généralement les autres domaines d'intervention sont relativement bien maîtrisés. Vous avez beaucoup travaillé à identifier ces processus-là. Et si maintenant vous intégrez les legacy applications et les données, vous commencez à avoir un taux d'exhaustivité qui est extrêmement important. Et puis, d'intégrer les données, c'est aussi d'intégrer les DBA, c'est aussi d'intégrer les gens qui ont un travail spécifique aux données, les business analysts. C'est toujours dans cette optique de non-ségrégation des équipes qu'on travaille si on prend en compte les données comme étant des éléments stratégiques du système. Donc toujours vers plus de non-ségrégation et d'implication globale des collaborateurs dans le processus. Voilà, et vous me direz, et la sécurité dans tout ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de DevSecOps, à juste raison d'ailleurs, parce qu'on déploie vite, on a des infrastructures qui changent, on a des nouveautés qui arrivent sur le marché. Il y a effectivement de toute façon une nécessité de travailler sur toutes les failles. On sait que de l'autre côté, il y a des attaques, il y a de la malveillance. On manipule beaucoup de données, des données stratégiques. Donc on sait que la sécurité aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement important. Je ne vais pas vous parler de la sécurité du développement ou de la sécurité des infras. Ça, les équipes de développement sont sensibilisées aujourd'hui à ça. Il existe des outils pour ça. Ça fait partie de leur métier. Donc on ne va pas leur rajouter des outils. Ça fait partie du b.a.-ba du métier de travailler sur ces problématiques-là, que ce soit en dev ou que ce soit au niveau de l'Ops ou sur la chaîne globale de l'infrastructure. Ça, aujourd'hui, même si tout n'est pas parfait, mais n'empêche qu'il existe des solutions et vous êtes à même de mettre en place ce type de solution. Ce dont j'aimerais vous parler, c'est de la sécurité applicative. Effectivement, l'infrastructure, le développement, le code, tout ça est maîtrisé. On va partir de ce postulat-là, parce que les gens ont déjà travaillé dessus. Mais qu'en est-il de la sécurité applicative? Quand je parle de la sécurité applicative, c'est de la prise en compte du fonctionnement de l'application. Effectivement, on a fait des tests unitaires, on travaille sur le test unitaire au niveau du dev, on travaille sur des tests d'intégration, du test aux limites en termes d'infrastructure. Donc, on est à peu près bon aujourd'hui pour gérer ça et pour garantir qu'effectivement, on ait une qualité de code et d'application qui est assez importante. Mais ce qui est aujourd'hui la problématique, et toujours avec cette notion d'exhaustivité, c'est si on veut être exhaustif en termes de sécurité, il faut savoir sur quoi doit porter notre regard. Parce que l'idée, c'est d'analyser, d'anticiper les failles, de trouver ces failles-là. Et ça passe nécessairement par du release management. On sait qu'il y a d'autres avantages dans le release management, mais l'un des premiers avantages du release management, c'est de poser la notion d'application, c'est-à-dire de délimiter un scope, un domaine de travail et de le délimiter de façon exhaustive. À partir du moment où on a délimité ça, là, on peut réellement travailler en profondeur sur l'identification de chacune des failles. Et puis, de façon accessoire, on peut aussi garder de la traçabilité, on peut aussi garder de la notion d'environnement, donc d'étanchéité des environnements, et ainsi de suite. Donc le release management, c'est extrêmement nécessaire, c'est un point essentiel. Quand je parle de release management en termes de déploiement, au niveau du niveau de maturité DevOps, on se situe au niveau 4, c'est-à-dire capacité de déclarer des applications, des environnements, du provisioning, de maîtriser toute cette chaîne-là.
mais cette notion d'application, elle va induire aussi la notion de lien inter-application, donc les interconnexions, les interopérations entre les applications, donc entre les équipes, donc entre les infras. Donc de trouver parmi tout ça les zones de non-responsabilité. Qui est responsable de quoi, à quel moment? Parce que la sécurité, c'est aussi d'être sûr qu'à chaque endroit, il y ait quelqu'un qui soit capable de porter son regard en termes de sécurité. Donc le release management a cette capacité-là d'identifier et de sectoriser, de restituer sous forme de domaine l'ensemble du système d'information. Voilà, donc release management, ça on le sait, c'est important. Le test d'intégration et le test d'intégration orienté données, toujours. Test d'intégration, aujourd'hui on en fait, voire on fait des tests en production de surveillance et de retour utilisateur. Mais le test d'intégration orienté données, c'est aussi la capacité à pouvoir faire fonctionner son application sur ces données, sur des données qui sont très proches de la production. Donc en pré-prod ou en production, de pouvoir travailler sur des jeux d'essai qui sont cohérents et qui sont très proches de la vie réelle. Et pour ça, ça nécessite de pouvoir constituer des jeux d'essai et qu'il faut pouvoir travailler avec de l'échantillonnage de données de production. Et bien évidemment, puisqu'on parle de données de production, et on le voit aujourd'hui avec le RGPD, on doit aussi travailler sur la capacité à rendre ces données anonymes, mais cohérentes. Et là, à ce moment-là, on a des jeux d'essai qui vont réellement fonctionner et qui sont très proches de la réalité. Donc là, on commence à rentrer dans une gestion de la sécurité applicative qui commence à être fine. Le dernier point qu'il faut absolument évoquer, c'est les tests de non-régression. Aujourd'hui, tout le monde fait du test de non-régression, mais avez-vous pensé à faire du test de non-régression orienté données? Effectivement, vous faites de non-régression sur des écrans, sur des processus, sur de la restitution visuelle ou utilisateur. Que se passe-t-il si à un moment donné, il y a une altération régressive au niveau de la base de données, avec des données qui sont non restituées en termes d'interface utilisateur ou d'output? À ce moment-là, cette donnée elle va rester dans la base de données. Et là, vous avez juste introduit un virus dans votre base de données qui va se propager en production. Vous avez introduit une bombe à retardement dans votre système. Si vous ne travaillez pas sur le test de non-régression de données, vous allez vous apercevoir que vos données sont altérées 6 mois après. Remonter un système de production 6 mois après en corrigeant ces données-là, là, effectivement, vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez avoir une rupture de service qui va être extrêmement importante, et là, ça va constituer plus un goulot d'étranglement, mais un stop du processus. Donc, cette partie donnée, elle est extrêmement importante à la fois dans la qualité de l'application et dans la non-régression. Donc, travailler sur les tests de non-régression données, parce que l'idée de sécurité, c'est aussi de travailler sur des choses qu'on ne voit pas. La sécurité sur des choses qu'on voit, c'est facile. La sécurité et la détection de failles sur des choses qui sont invisibles, là, effectivement, on commence à creuser et on commence vraiment à rendre le système robuste. Donc, aller vers ces tests de non-régression, mais intégrer la dimension donnée. Aujourd'hui, on sait que, parce que les données sont critiques maintenant en production, même plus que les applications elles-mêmes, que la mise à disposition elle-même. On le voit avec l'émergence du big data, avec toute l'intelligence artificielle basée dessus. Ces données, elles sont extrêmement importantes. Donc tout ça, ça participe au phénomène d'anticipation. Si vous voulez travailler sur la réduction des goulots d'étranglement, anticiper les problèmes et notamment anticiper-les aussi au niveau données. Voilà. Le dernier point que je voudrais aborder en termes de sécurité aussi, c'est la capacité à faire du retour arrière global. À un moment donné, on sait que faire des tests, ça peut induire, on peut arriver à un no-go. Et c'est effectivement un des principaux objectifs du test, c'est effectivement de pouvoir identifier très clairement un no-go. Donc là, en termes de sécurité, si on doit faire du retour arrière, faites du retour arrière global, synchronisé. On sait qu'aujourd'hui, les applications sont complexes en termes d'architecture. Il faut que l'ensemble des composants déployés puissent être rollbackés d'un seul tenant. Et ça, avec le système de release management et les interconnexions inter-applications, vous avez cette capacité très facile à rollbacker l'ensemble de vos composants d'un seul tenant. Donc, faire du rollback sur un fichier, faire du rollback sur une donnée, ça ne suffit pas. Ça, c'est la couche basse. Faire du rollback au niveau applicatif release, ça, c'est le minimum en termes de sécurité et de sécurité applicative.
Voilà, j'en ai fini moi pour cette partie-là. Je voudrais juste conclure sur l'exhaustivité avant de passer la parole à Philippe qui conclura sur l'ensemble de la présentation. On sait qu'aujourd'hui, l'exhaustivité, c'est un mot qui fait peur parce qu'on ne sait pas fondamentalement quel est notre système, quelle est la délimitation claire de notre système. Peu importe, l'exhaustivité est un but à atteindre, est un idéal. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va maîtriser. Mais ça nous propulse en avant, ça nous ouvre l'esprit sur la globalité de ce qu'est un système d'information. C'est quelque chose qu'on peut projeter dans tous les secteurs de l'entreprise. On l'a dit en début, au niveau des équipes, au niveau du management humain, au niveau de la technique et au niveau de la sécurité. Penser exhaustivité, c'est envisager le monde dans son ensemble. Aujourd'hui, si on veut donner les bonnes réponses, on doit envisager le monde dans son ensemble et pas le voir par un scope très réduit qui est sa propre perspective et sa propre perception. Voilà, je vous remercie pour votre attention pour cette partie-là et je passe la main à Ops. Merci Dave. Alors en conclusion de tout ça, donc vous l'avez compris, en fait, voilà, on a la capacité à vous accompagner pour construire votre software factory. Toute entreprise maintenant doit être vue comme un éditeur de logiciels. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont déjà compris, parce qu'il y a du software maintenant quasi partout, y compris dans le secteur industriel. Vous voyez ici un certain nombre de produits qui sont des produits phares du mouvement DevOps, avec lequel on est compatible. On a beaucoup de demandes relatives à l'accompagnement justement dans l'établissement de cette stratégie. Alors on n'est pas tout seul, hein. On a un réseau d'une trentaine de partenaires autour de nous qui sont capables aussi de vous accompagner en termes de services et pour établir votre stratégie. Ce qui fait l'unicité de notre technologie, c'est clairement le fait qu'on est full multiplateforme de manière intégrée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte de la plus-value à l'heure actuelle sur le marché. Et en plus, donc, comme on l'a déjà évoqué, il y a la capacité à traiter également une nouvelle dimension auquel on croit beaucoup, qui est la dimension données, comment on fait pour déployer du paramétrage, comment on fait pour déployer des données critiques en production en même temps que les composants logiciels. Donc voilà, Drops, notre produit phare, donc, est un produit de Release Orchestration, donc selon la terminologie du Gartner. Il est composé de 3 sous-parties, donc la partie déploiement proprement dite. Ensuite, vous avez la partie orchestration et le dernier domaine, donc très innovant, qui est la partie data changer pour aller déployer des données en production. Toutes ces parties-là peuvent être implémentées de manière indépendante les unes des autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour tout remplacer, créer la révolution sur ce que vous avez déjà mis en place. Ça, c'est quand même un point très important, c'est que vous avez déjà fait des efforts pour automatiser. Et peut-être que justement, donc, grâce à notre techno, vous allez pouvoir aller encore plus loin et sans remettre en cause ce que vous avez déjà mis en place. Donc ça, c'est quand même un point qui était important à souligner. Donc je ferai un dernier focus sur notre client phare qui utilise Drops déjà depuis 3 ans maintenant, ouais, et qui a vraiment industrialisé fortement son usine de déploiement en production. Donc vous voyez, 200 applications sur 900 serveurs, c'est déjà quand même des chiffres qui sont importants. Alors, on va terminer avec une annonce importante. C'est que, comme vous l'avez compris, en fait, nous, on est issus du monde legacy, donc on traite avec beaucoup de très grandes structures. Mais on ne souhaite pas en rester là parce qu'on se dit que en fait, cette technologie, elle pourrait profiter au plus grand nombre. Je sais qu'il y a un certain nombre de petites structures dans cette audience. Et après, le coût d'acquisition, il peut être un frein. Et du coup, en fait, on s'est dit que voilà, ça pouvait être la réponse à ce type de frein. On a mis en place ce modèle de pay per use, c'est-à-dire que typiquement, vous payez en fonction de ce que vous allez utiliser. C'est au nombre de déploiements. Et vous téléchargez le produit. Vous avez en accompagnement donc, 8 heures de support en remote. Et vous pouvez comme ça, donc on the fly, mettre la technologie à disposition dans votre entreprise. Et après, bien évidemment, comme vous allez ne plus pouvoir vous en passer. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et bien voilà, c'est comme ça qu'en fait, on va répandre notre technologie
sur un nombre beaucoup plus large d'entreprises. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand, on sera ravis de discuter avec vous. On est une entreprise, donc toute notre R&D est basée en France. Ça, c'est aussi quand même une valeur ajoutée dans le sens où on a beaucoup de clients qui nous sollicitent justement pour faire des fonctionnalités. Data Changer en est le meilleur exemple. Hein. C'est une demande client qui s'est concrétisée. Et cette proximité avec notre R&D, elle rajoute à l'évidence un plus parce qu'elle va permettre éventuellement, c'est pas pour tout le monde, hein, mais si votre besoin correspond à notre roadmap sur le plan stratégique, on n'hésite pas à étudier avec vous des choses complètement innovantes. C'est comme ça en fait que nous, on a avancé durant ces dernières 26 années et c'est comme ça qu'on continuera à avancer à l'avenir. Voilà, j'en ai terminé. Merci à vous. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, profitez à plein. Vous avez plein de sessions extrêmement intéressantes. Donc allez-y et puis parlez DevOps autour de vous.